monsieur, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme chaque semaine, je vous rappelle combien vous pouvez nous aider facilement en cliquant sur le pouce en l'air et en relayant cette vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Au programme de cette édition, retour sur cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas. Après des tentatives de négociation entre Moscou et Washington, Donald Trump pourrait rapidement se détourner du conflit, une opportunité que les Européens ne devraient pas être capables de saisir. Nous évoquerons ensuite la politisation de la Cour européenne des droits de l'homme qui empêche de plus en plus souvent les gouvernements de faire face à l'explosion de l'immigration clandestine. Et puis nous reviendrons également sur la guerre en Palestine alors que la contestation se fait toujours plus forte contre Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien s'entête dans son entreprise meurtrière. Le conflit en Ukraine s'embourbe après des tentatives de négociation de paix sous l'impulsion du président américain. La situation se tend et semble avoir atteint un nouveau blocage, une situation dans laquelle les Européens sont loin de jouer le rôle qu'ils pourraient tenir. Explication. Vladimir Poutine est devenu complètement fou. La phrase émane de Donald Trump et permet à toute la presse occidentale de se repaître d'une relation américano-russe un peu tendue. Une véritable volte-face après avoir passé des semaines à expliquer que Donald Trump était un agent du Kremlin. Rappelez-vous la théorie du fameux général Yakovlev. J'ai une théorie personnelle qui est que Trump est un agent de l'étranger, enfin un agent de Poutine. Vous y croyez vraiment, ça, sérieusement ? Alors, qu'il soit tenu par Poutine et tout, je ne sais pas, mais qu'il soit convaincu, qu'il soit stockholmisé, si vous voulez, que le cerveau de Poutine contrôle le cerveau de Trump. Ça, c'est on juge il a été travaillé par les services secrets. On juge un arbre à ses fruits. Pas forcément, ils ont joué sur son ego. Finalement, désormais, Donald Trump aurait été trompé par Vladimir Poutine. Une occasion perçue comme une aubaine pour le président français, à peine remis du moment de complicité avec Brigitte Macron. En effet, le chef de l'État rejette depuis le retour de Donald Trump la stratégie consistant à discuter avec Vladimir Poutine pour trouver un terrain d'entente. Une position fermée qui ne peut donc aboutir qu'à un blocage et donc à une poursuite du conflit. Un statu quo qui convient toutefois aux deux belligérants directs. En effet, côté ukrainien, si la population et les soldats devraient avoir hâte de retrouver la paix, les dirigeants, Volodymyr Zelensky en tête, s'accrochent au conflit pour conserver le pouvoir. Un jeu qui échappe d'ailleurs sans doute en partie au président ukrainien qui doit redouter certains membres de son entourage peu enclins à entrer dans les négociations. Du côté de la Russie, les territoires revendiqués n'étant pas encore conquis, le temps ne presse pas. À plus forte raison que Moscou semble bien dominer le jeu géopolitique, comme nous l'explique l'expert en gestion de crise, Hervé Carès. Échec et mat sur l'échiquier de ce conflit. Pourquoi ? Parce que le rapprochement États-Unis-Russie fonctionne, les Russes sont gagnants. Les États-Unis lâchent le sujet ukrainien, ce qui est probablement en train de se passer. Les Russes sont gagnants. Donc une position d'échec et mat qui est favorisée par le positionnement des Européens depuis le début de ce conflit et l'absence de stratégie réaliste et responsable, c'est-à-dire en rapport avec leurs moyens et leurs intérêts, ce qui fait que les Européens en sont conduits à des suppliques, des ultimatums sans portée. Et ils sont sortis tout simplement de l'échiquier du règlement de ce conflit. Une sortie des Européens du jeu qui pourrait être rediscutée dans le cadre de la négociation des sanctions contre la Russie. Mais pour l'heure, Moscou semble bel et bien décidé à conserver l'initiative sur le terrain militaire. Les états-majors russes qui ont historiquement cette vision de grande ampleur l'ont actuellement. Il faut se rappeler qu'en 2022, ils ont utilisé Bakhmout comme un leurre stratégique pour attirer les forces ukrainiennes qui auraient pu les menacer dans la trouée de Zaporijjia alors qu'ils n'avaient pas encore construit leur fortification, et ce qui a permis aux Russes de construire leur fortification dans la trouée de Zaporijjia, alors qu'ils venaient juste de se rétablir après avoir fait la traversée rétrograde du Dniepr. Donc le leurre stratégique de Bakhmout n'est-il pas en train de se répéter avec ces annonces de zones tampons à la frontière russe, donc au nord de Soumy et de Kharkov, je schématise la zone. Il pourrait avoir pour plan d'avoir une manœuvre de portée stratégique de manière à foncer sur Zaporijjia et par un contournement par l'ouest des forces ukrainiennes qui se trouvent actuellement dans le Donbass, les forcer à se retirer à l'ouest du Dniepr. Une continuité stratégique pour la Russie qui permet donc à Volodymyr Zelensky de maintenir son cap en réclamant plus d'armes et plus de sanctions contre Vladimir Poutine.
Il y a eu une attaque russe massive et brutale, des missiles balistiques et d'autres missiles ont été abattus. Il y avait également 250 drones dont la plupart étaient des Shahed. Chaque nuit, nos forces s'efforcent de protéger des vies. Tout cela nécessite une réaction ferme des États-Unis d'Amérique, une réaction de l'Europe, une réaction de tous ceux qui, dans le monde, veulent que la guerre cesse. Poutine a rejeté à plusieurs reprises le cessez-le-feu. Cela ne lui apporte rien, si ce n'est que chaque jour, il prend des vies. Chaque jour justifie de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Chaque jour prouve que sans pression sur la Russie, la guerre continuera. Des déclarations du président ukrainien qui ne servent pas les objectifs de Donald Trump, lequel se voyait déjà en artisan d'une paix rapide. Il y a de fait une déception après toutes les annonces qui avaient été faites de Donald Trump sur le sujet, mais de toutes les manières, les Américains ont atteint leurs objectifs, je dis bien leurs objectifs géostratégiques dans ce conflit. Le premier, c'était désolidariser la relation historique entre l'Allemagne et puis la Russie, notamment sur le plan énergétique, puisque l'Allemagne était le concurrent majeur de l'industrie américaine, notamment dans le domaine de la pétrochimie et dans le domaine également de l'industrie automobile ou même des machines-outils. Donc le premier objectif est atteint. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est asservir et soumettre encore plus les pays de l'Union européenne. Et on le voit très bien, notamment au travers des projets d'achat de matériel militaire américain de la part des pays de l'OTAN. Ainsi, malgré une volonté sans doute honnête de faire la paix, Donald Trump pourrait rapidement se détourner du théâtre de guerre dont l'oncle Sam a déjà su tirer parti. L'Europe, elle, devrait poursuivre sa trajectoire de canard sans tête, poussant Volodymyr Zelensky vers une fuite en avant morbide, au lieu de ramener tout le monde à la raison en essayant de proposer des monnaies d'échange, comme le retrait des sanctions qui pourraient satisfaire Bruxelles comme Moscou. Les gouvernements n'ont pas leur mot à dire auprès du Conseil de l'Europe. L'institution a rejeté la requête de Giorgia Meloni sur une réinterprétation de la Convention de 1950, de quoi montrer le caractère très politisé de la Cour européenne des droits de l'homme. Renaud de Bourleuf. La Cour européenne des droits de l'homme, indéboulonnable au gouvernement des juges, face à des États en perte de souveraineté. Samedi, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, a rejeté la requête en matière migratoire de 9 États membres. La question portait sur l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme et avait été formulée 2 jours plus tôt par Giorgia Meloni et Mette Frederiksen, respectivement président du Conseil d'Italie et Premier ministre danois. La Convention européenne des droits de l'homme a empêché les nations d'agir en matière de défense et de sécurité des citoyens, empêchant par exemple l'expulsion des clandestins coupables de crimes graves. Face à ces interprétations, nous devons nous demander si les textes auxquels nous faisons référence et leurs interprétations répondent aux besoins des citoyens. Les 2 chefs de gouvernement ont été suivis par 7 autres pays, l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Dans leur lettre commune, les signataires mettaient en avant leur mandat démocratique et appelaient à, je cite, une nouvelle discussion ouverte sur l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme et un juste équilibre. Mais le Conseil de l'Europe fustige ce que son secrétaire général appelle un risque d'instrumentalisation politique. Il déclare, je cite, « Dans un état de droit, aucun organe judiciaire ne doit être soumis à des pressions politiques. » Problème, cet organe judiciaire européen est précisément utilisé à des fins politiques, comme le souligne Nicolas Bauer, juriste au Centre européen pour le droit et la justice. Il y a un problème d'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. En fait, ce problème, il est là depuis longtemps, depuis que la Cour, dans les années 80, a décidé que cette convention était un instrument vivant à interpréter de manière dynamique et évolutive. Ces gouvernements auraient pu tout à fait aussi rappeler les textes. Un des éléments déclencheurs de cette lettre, c'est les condamnations du Danemark sur des expulsions de criminels ou délinquants étrangers. Et pour condamner le Danemark, la Cour s'est simplement servie de l'article, je cite, qui dit « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Et donc on voit bien qu'à partir d'un tel article, créé comme l'a fait la Cour un droit pour tout étranger expulsé de revenir sur le territoire européen après une durée d'expulsion temporaire, créer un tel droit à partir d'un texte qui dit « droit au respect de sa vie privée et familiale », on voit bien que c'est une interprétation complètement libre qui va très très loin.
Ces gouvernements auraient pu aussi inciter la Cour à revenir au texte. Ça, on peut le faire sur tous les articles de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, l'immigration clandestine est loin d'être le seul domaine d'ingérence de la Cour européenne des droits de l'homme. Un sujet particulièrement d'actualité en France, en plein débat sur l'euthanasie. À l'article 2, il y a le droit à la vie qui dit « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ». La Cour a décidé que cet article était compatible avec l'euthanasie alors que le texte dit l'inverse. Il y a aussi un article sur le droit au mariage. L'homme et la femme ont le droit de se marier. Elle a considéré depuis quelques années que l'homme et la femme étaient protégés par cet article alors que le texte ne le dit pas. Et puis ensuite, il y a tous les articles qui sont interprétés de manière très expansive. Par exemple, c'est au nom de la liberté d'expression que la Cour a condamné la France pour avoir condamné une fémène qui avait profané l'église de la Madeleine en se mettant nue dans le chœur. Cette Cour fait déjà de la politique en faisant de telles interprétations, et donc la réponse du Conseil de l'Europe qui est de dire qu'il ne faut pas politiser la Cour, en fait c'est par ces interprétations d'articles qui sont parfois contraires au texte, qui extrapolent beaucoup, que la Cour a déjà une vision très politique et de gauche ou libérale de la Convention européenne des droits de l'homme. De quoi faire naître un fréquent deux poids deux mesures avec une défense des libertés individuelles qui varie fortement selon la population ainsi que selon le contexte. Un des éléments de cette interprétation dynamique et évolutive, donc, qui est de vouloir s'adapter aux différents contextes sociaux, à l'évolution politique, etc. Mais on voit bien que c'est seulement sur certains sujets. Donc je vous citais le mariage homosexuel, la question de l'euthanasie ou de cette fémène ou l'expulsion d'étrangers avec ce droit au retour. Mais sur d'autres sujets, en fait, on remarque que la Cour n'est pas du tout protectrice. Donc par exemple sur le contexte sanitaire, où de nombreuses libertés étaient clairement et visiblement en danger, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas condamné d'État pour des confinements ou pour le pass sanitaire, par exemple. Pour la question aussi des élections libres, il y a un droit aux élections libres. Et là, elle s'est cachée derrière une interprétation très stricte récemment pour justifier le fait qu'en Roumanie, Georgescu soit, alors qu'il était premier au premier tour, que le premier tour soit, que la Cour constitutionnelle ait annulé ce premier tour. Et pareil sur d'autres questions, il y a aussi un droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Et là-dessus, on attend toujours la Cour pour, selon son approche, condamner des États qui interdisent l'école à la maison ou qui restreignent très fortement les droits des écoles privées. Et donc sur toutes ces questions-là, en fait, subitement, l'interprétation très large et soi-disant très protectrice des droits de l'homme est beaucoup plus restreinte et la Cour se cache derrière soit la lettre du texte, soit un contexte soi-disant en évolution. Mais le secrétaire général du Conseil de l'Europe l'a dit, la Cour européenne des droits de l'homme n'est soumise à aucune pression politique. Critiqué de toutes parts, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poursuit la conduite des opérations militaires à Gaza et entend aussi consolider son propre pouvoir. Olivier Frère-Jacques. Inarrêtable et intraitable, Benjamin Netanyahou poursuit sa guerre à Gaza après bientôt 2 mois de reprise des combats avec l'arrêt du cessez-le-feu avec la Palestine début mars. Pourtant, face au Premier ministre israélien, de plus en plus de voix s'élèvent, qu'elles viennent de l'opposition israélienne, d'États dans le monde entier ou d'institutions judiciaires. Qu'à cela ne tienne, Bibi poursuit son offensive à Gaza, mais aussi son offensive intérieure. Ainsi, le chef du gouvernement a-t-il nommé David Zini à la tête du Shin Bet, le service de renseignement intérieur de l'État hébreu. Ce dernier, un sioniste religieux tendance messianique, avait vu sa nomination refusée par le procureur général. Ce général de division, fils d'immigrants venus de France, est par ailleurs un proche de la famille de Netanyahou, laissant craindre une complaisance avec le Premier ministre. La conseillère juridique du gouvernement, Kali Baharav Miara, ayant elle-même dénoncé une procédure irrégulière pointant du doigt un conflit d'intérêts lié aux enquêtes en cours sur le Qatargate et les fuites vers le journal allemand Bild. Ces affaires impliquent des proches de Benjamin Netanyahou, ce qui jette une ombre sur la légitimité de cette nomination. L'opposition, menée par l'ancien Premier ministre Yair Lapid et Gadi Eisenkot, a appelé David Zini à refuser le poste, tandis que la Cour suprême a souligné l'intérêt personnel du Premier ministre dans ces dossiers. Pourtant, le chef du gouvernement a balayé ces objections, affirmant que le Shin Bet relève de sa seule autorité. Cette décision, prise sans consulter le chef d'état-major Eyal Zamir, a exacerbé les tensions avec l'armée, révélant des fractures au sein de l'appareil sécuritaire israélien.
Sur le plan militaire, l'offensive à Gaza s'intensifie depuis le 17 mai visant à éradiquer le Hamas et contrôler le territoire, mais également officiellement à libérer les otages restants. Les frappes, comme celle ayant tué 2 collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge à Khan Younes samedi, ont amplifié les critiques internationales. Le bilan humain, avec près de 54 000 morts palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza, et les conditions humanitaires désastreuses marquées par un blocus aggravant les pénuries, ont conduit des alliés traditionnels d'Israël, comme l'Espagne, à durcir le ton. À Madrid, dimanche, une réunion de 20 pays a appelé à un cessez-le-feu et une solution à 2 États, tandis que l'Union européenne envisage de revoir son accord de coopération avec Israël. Le ministre espagnol José Manuel Albares a même évoqué des sanctions pour forcer l'entrée d'aide humanitaire dans le pays. En Israël, les manifestations s'intensifient. Samedi, des familles d'otages et des citoyens ont dénoncé la politique du Premier ministre, accusé de privilégier la guerre à un accord pour libérer les 57 otages retenus à Gaza. Le Conseil d'octobre, représentant des survivants et familles de victimes du 7 octobre 2023, exige une commission d'enquête d'État dénonçant l'obstruction du Premier ministre. Malgré ces pressions, Benjamin Netanyahou reste inébranlable, soutenu par une base fidèle qui voit en lui un leader intraitable face aux attaques judiciaires et médiatiques. Cette posture inflexible, combinée à un mépris apparent des critiques, place Netanyahou dans une position paradoxale, renforcé politiquement auprès de ses partisans, mais de plus en plus isolé sur la scène internationale et exacerbant les oppositions internes. Reste que de ce côté, le paysage politique israélien est tellement morcelé qu'aucune union des oppositions ne semble envisageable. Le pouvoir de Benjamin Netanyahou et le maintien de sa politique militaire du pire à Gaza semblent plus que jamais dépendre du blanc-seing de Washington, qui pour l'heure ne s'émeut pas du drame humanitaire qui frappe le peuple palestinien. Et nous partons à présent faire le tour de France en bref. Chaud d'ambiance pour le débarquement à Hanoï. Pour son arrivée au Vietnam, Emmanuel Macron a profité des petites attentions de Brigitte qui l'a littéralement poussé avec les mains sur le visage. L'Élysée, comme après les rails ukrainiens, a démenti pour expliquer qu'il s'agit d'un geste de complicité d'un couple qui chahute. Il n'en reste pas moins que Brigitte Macron refuse le bras de son époux de président pour descendre l'escalier de l'avion quelques secondes plus tard. Les images, dont l'importance est certes loin d'être capitale, ont évidemment fait le tour du monde, témoignant l'appétence de la planète pour se réjouir des mésaventures d'Emmanuel Macron. Le président français fera une tournée jusqu'à vendredi prochain en Asie du Sud-Est. Après son passage par le Vietnam, il doit se rendre en Indonésie puis à Singapour pour définir sa stratégie indo-pacifique. L'objectif, proposer une 3e voie à ces pays, souvent écrasés dans la confrontation entre la Chine et les États-Unis. L'euthanasie attaque vos libertés. Samedi, les députés ont validé un délit d'entrave à l'aide à mourir. Il s'agit de punir de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'euthanasie. Concrètement, les dites pressions morales ou psychologiques, menaces et actes d'intimidation vis-à-vis des patients ou des professionnels de santé pour éviter l'acte létal seront condamnables. Une perspective qui dessine de grandes inquiétudes quant à la simple prévention du suicide. Le ministre de la Santé, Catherine Vautrin, affirme que ce qui est dit dans un cercle amical ou familial est une approche personnelle qui n'entrera pas dans le champ du délit d'entrave. Trop aimable. Dans un contexte de fort absentéisme parlementaire, l'article a été adopté par 84 voix contre 49. Parmi les rares députés présents, certains ont fait part de leur inquiétude. Vous allez pratiquer un pilonnage, un harcèlement de tous ceux qui voudront continuer à promouvoir les soins palliatifs en disant que c'est réellement l'alternative digne pour accompagner les gens en fin de vie. En réalité, ce délit d'entrave tel qu'il est rédigé ici, il pose un certain nombre de problèmes éthiques par rapport à d'autres droits qui sont aussi des droits fondamentaux. Élection législative partielle en Saône-et-Loire, le RN mis en échec. L'ancien LR Sébastien Martin l'a emporté dimanche lors du scrutin dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire avec environ 60% des voix face au député sortant RN Arnaud Sanvert, 40%, dont l'élection de 2024 avait été invalidée. Sébastien Martin, président du Grand Chalon, promet de rejoindre le groupe droite républicaine à l'Assemblée. Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Bruno Retailleau ont salué ce succès, soulignant un élan pour la droite. La gauche, divisée, avait échoué à arriver au second tour et le candidat d'hiver droite a pu bénéficier du fameux Front républicain qui a décidément la peau dure. Nous poursuivons avec l'actualité internationale.
Donald Trump infléchit son bras de fer avec l'Union européenne. Dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que le président des États-Unis acceptait des négociations commerciales jusqu'au 9 juillet. Rappelons que 2 jours plus tôt, Donald Trump avait affirmé qu'il pourrait imposer des droits de douane de 50% sur les importations en provenance des États membres de l'UE dès le 1er juin. Un nouveau sursis pour un espace économique déjà bien en difficulté. La Pologne scindée en deux à l'approche d'une présidentielle cruciale. À une semaine du second tour de la présidentielle polonaise, le 1er juin, 2 visions s'affrontent à Varsovie. Dimanche, Rafał Trzaskowski, maire libéral de la capitale, et Karol Nawrocki, historiens nationalistes, ont mobilisé leur camp lors de vastes défilés. D'un côté, des drapeaux européens et arc-en-ciel pour une Pologne pro-UE et LGBT. De l'autre, les couleurs nationalistes rouge et blanc, dénonçant une trahison progressiste. Le premier tour, marqué par un score record de la droite nationaliste à 21%, a vu émerger une nouvelle force. Rafał Trzaskowski, talonné par Karol Nawrocki, doit rallier au-delà de son camp libéral pour l'emporter face à une droite cumulant 53% des voix. Une cohabitation avec Karol Nawrocki menacerait le gouvernement de Donald Tusk, rendant ce scrutin décisif pour l'avenir de la Pologne. Il est de retour à la télé pour vous terroriser. Le Covid-19 serait de nouveau en circulation avec un variant nommé NB181. L'OMS, qui désespérait de ne plus faire parler d'elle, a classé la maladie sous surveillance alors qu'une prétendue flambée serait repérée en Asie. Ce variant serait particulièrement contagieux, argument massu pour enjoindre la population à ressortir un masque. En réalité, comme toujours, les variants les plus contagieux sont aussi les plus insignifiants et les moins dangereux. Tout porte donc à croire que la trajectoire du virus du SARS-CoV-2 se poursuit et que les injections n'ont décidément pas enrayé la maladie. Écrasante victoire du parti de Maduro aux élections vénézuéliennes. Le Parti socialiste unifié du Venezuela du président Maduro a triomphé aux élections législatives régionales dimanche, remportant 23 des 24 gouvernorats et plus de 82% des voix au scrutin législatif selon le Conseil national électoral. La participation faible, à 42%, reflète un désintérêt marqué, accentué par l'arrestation de 70 opposants, dont Juan Pablo Guanipa, accusé de sabotage. L'opposition, menée par Maria Corina Machado, dénonce une farce électorale et appelle l'armée à respecter la souveraineté populaire, quand Nicolás Maduro célèbre, lui, une victoire de la paix. Le scrutin inclut l'élection sensible de représentants pour l'Essequibo, territoire à l'ouest du fleuve Essequibo, appartenant au Guyana et revendiqué par le Venezuela. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Écho. Pierre Bergerot reçoit l'analyste financier Olivier Delamarche pour comparer les politiques économiques de Donald Trump et Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte de ce que c'est un poste de député pour ces gens-là, qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui, tout d'un coup, se retrouvent avec des montants de 20 000 balles par mois, qui sont du net, c'est pour s'amuser. Parce qu'en fait, comme national, on compte quand même des avocats, on compte quand même des gens qui ont travaillé dans le privé. Vous en avez quelques-uns, ok, ouais. mais la plupart de ces gens qui sont au poste de ministre ou qui sont députés, ils n'ont pas du tout envie que ça change. Émeric Caron a été journaliste, Sandrine Rousseau a dirigé l'université de Lille. Oui. Vous y croyez pas? Ça me pose un petit problème qu'elle ait dirigé une université. À ce niveau-là, on forme des crétins sur plusieurs générations. C'est quand même inquiétant. Au programme de votre matinée de demain, dès 7h, un nouveau Zoom avec l'ancien commissaire divisionnaire Maurice Signolet qui invite la police à revoir son rapport avec les Français. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.